Bienvenue à ce nouveau numéro de l'invité du week-end. Eh bien, nous sommes là pour vous apporter plus de bonheur, plus de connaissances. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Monsieur Issa Tiapele. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Très souvent, on t'appelle Papa Issa. Oui, c'est comme ça. Bon, Tu es les le gens... papa de beaucoup de gens. Bon, papa du fait que j'aime rassembler tout le monde, qu'on puisse avancer ensemble. Ah voilà, Oui. donc avec Papa Issa, Oui. comme on aime bien l'appeler, et comme tu aimes aussi bien qu'on t'appelle. Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle Papa Issa. Voilà, Papa Issa. Avec Papa Issa, nous allons parler gouvernance forestière en RDC. Ça fait parler de soi. Oui, ça c'est une question très phare. Et tu es dedans. Et nous sommes là, comme à terre. Non, c'est-à-dire on a eu cette volonté-là de travailler dans les secteurs de sorte à améliorer cette gouvernance forestière. Ah, voilà, alors je voudrais plutôt que tu puisses te présenter auprès de mon public. Ok, moi c'est Issa Lingbelo Tiapele, nom de la famille, mais grandi par le nom fiston par les autres qui m'ont connu à l'université. Mais dans notre société civile, on m'appelle Issa ou bien Papa Issa. Je suis acteur ou activiste de la société civile environnementale. Je suis aussi un expert dans les questions suivi et programmation de la RED au niveau de la RDC. Je travaille aussi sur la question de la gouvernance forestière. Ces derniers temps, vous ne faites pas trop de bruit. Oui, faire trop de bruit. La société civile est toujours habituée à faire des alertes, à parler de la corruption, du détournement, la signature des arrêtés en violation du moratoire. Mais depuis un moment, je vous sens pas. Quoi. Oui, c'est que ça va. Oui, non, ça va pas aussi. Le problème, c'est aussi une question d'approche. Okay. C'est que nous sommes dans un processus depuis 2002, lorsqu'on a promulgué le code forestier. Et avec le temps, on a opté par rapport au processus RED et parmi les éléments de la gouvernance. Parce que par gouvernance, on doit d'abord sous-attendre que c'est un processus d'élaboration et de mise en œuvre des décisions. On doit élaborer une décision et on doit mettre ça en œuvre. Et pendant ce processus-là, on doit tenir compte de plusieurs principes, entre autres les principes de l'état des droits. L'état des droits, c'est un principe qui nous renvoie nous tous là. On ne peut rien faire sans se référer à la loi. Parce que dans chaque secteur de la vie, il y a une loi qui régule ça. Il y a une loi qui donne un certain nombre de préalables à suivre. Il y a aussi un principe qui est là, le principe de la participation. On doit s'assurer qu'un certain nombre des acteurs y participent dans les processus d'élaboration et jusqu'à la mise en œuvre. Il y a aussi les principes liés à la transparence, rendre public. Il faut que les gens comprennent ce que vous faites. Il y a aussi les principes de l'équité, il y a la redevabilité, il y a les principes de l'efficacité, de l'efficience. Il y a aussi l'inclusion sociale dans cette gouvernance-là. Alors nous, en tant que société civile, des fois, on joue dans les principes de transparence, c'est là où nous dénonçons, si ça va, mais rien ne marche, nous dénonçons. Mais si on trouve qu'il y a des choses qu'on doit y participer pour travailler, c'est là où on implique un peu les principes de la participation. On doit s'assurer que lorsqu'on élabore des lois, lorsqu'on élabore des projets pour les communautés, il faut qu'on y participe, on donne ce que nous voulons par rapport à ces communautés-là. Et vu qu'actuellement, dans le contexte de la gouvernance, nous sommes plus que dans la mise en œuvre. Tu sais que la RDC a opté pour l'arrêt depuis 2009 et les processus en question a trois phases phares. Il y a la phase de préparation qu'on a participé, la phase d'investissement, il faut chercher le financement, maintenant la phase de mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, c'est plus que dans la participation, c'est-à-dire proposer ce que vous voulez par rapport à telle loi, ce que vous voulez par rapport à tel projet. C'est là où tu trouves que des fois, nous sommes plus dans les discours, nous sommes plus dans les travaux pour préparer et aller mettre ça en œuvre. C'est un peu ça la nuance. Ces derniers temps, je me dis, mais avec Ambatobe, j'avais vu la société civile sur son dos, avec Bienvenue Liota, avec Bopolo. Mais avec Nyamugabo, je vois quand même, c'est comme si vous coalisez là. Non, on ne coalise pas. C'est-à-dire, nous, on met les principes sur la table. Si la personne ne respecte pas les principes, c'est là où on prend nos précautions pour dénoncer et faire ce que nous appelons les plaidoyers. Mais lorsqu'on trouve que les nouveaux locataires du ministère de l'Environnement viennent avec des approches participatives où ils demandent à la société civile qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la gouvernance, on doit proposer. En dénonçant et puis en proposant. C'est ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire les acteurs travaillent ensemble de sorte qu'ils puissent proposer des solutions efficaces. Ce n'est pas une coalition, mais nous sommes dans les aguets. Si nous trouvons que les choses ne sont pas respectées, on va dire ça clairement. C'est comme ça, nous. Ça, c'est très bien. Oui. Donc, si je comprends bien, les relations entre la société civile et le ministère de l'Environnement avec l'actuel ministre sont vraiment au beau fixe. Oui, il nous a donné un certain nombre de préalables que nous, on tient qu'il puisse mettre ça en œuvre. Si, mais ça, nous sommes encore aussi à la jeunesse de son mandat. C'est presque
3, 4 mois, 5 mois qu'il est là. Nous, on veille et on va voir dans la longue, on va faire l'évaluation. Depuis qu'est-ce que vous remarquez? Ça avance bien? Oui, ça avance parce qu'il a accepté un certain nombre d'éléments qui étaient en suspens. Par exemple, la relation entre lui et Fonared, il a accepté qu'on puisse relancer le programme de gestion durable des forêts. C'est ce programme-là qui prend en compte la révision du code forestier, la production de la politique forestière et d'appuyer aussi les concessions forestières des communautés locales et appuyer un certain nombre les administrations au niveau local. Dès qu'il accepte le programme, qu'il trouve que c'est un programme, si on met ça dans une façon efficace et efficiente, ça peut améliorer la gouvernance. On trouve qu'il est dans le bon chemin. S'il essaie un peu de changer les caps, nous aussi on va changer les caps, on a toujours à dénoncer. C'est comme ça notre travail. L'année dernière, la société civile avait décrié la mauvaise gestion ou encore la mauvaise utilisation des ressources forestières avec les différentes violations constatées à Yengende, à Bolomba. Vous étiez dans la phase des plaidoyers. Est-ce que la situation a évolué quand même? Bon, la situation a évolué dans le contexte où l'exploitation qui se faisait à ces côtés-là, on a essayé un peu d'arrêter ça parce qu'on a dénoncé. Mais ce qui nous a essayé un peu de nous déranger, c'est que les processus liés au procès en question. Lorsqu'on a déjà traduit une personne avec des preuves probantes, il faudrait qu'il soit condamné. On a compris qu'il y avait une main mise dedans et on a essayé un peu. L'entité ressort habilitante pour juger, c'était Mbandaka. On a dit non, ce n'est pas Mbandaka, il faut ramener le dossier à Kinshasa. Mais après, on n'a pas s'y trouvé là où la décision est aboutie. Mais nous, on reste dans nos aguets, on veille, parce qu'on ne peut pas accepter des personnes qui violent les lois et partent faire des exploitations sans respecter ces lois-là. Donc c'est très difficile pour nous. Nous, on reste là. C'est là où on incite que les acteurs travaillent ensemble de sorte qu'on arrive à élaguer tout ce qui est comme exploitation illégale dans toutes ces zones-là. Mais ne pensez-vous pas qu'il faut peut-être revoir la chose autrement? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'exploitation industrielle qui pose problème, mais c'est beaucoup plus les exploitants artisanaux qui posent un sérieux problème. Est-ce qu'au niveau de la société civile, vous avez une approche avec cette problématique? Oui, on a l'approche. Dans tout cela, c'est le respect de la loi. À la fois l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale. Si aujourd'hui l'exploitation, le secteur industriel n'a pas vraiment des échos parce que si on connaît un peu les enjeux internationaux, il y a des réglementations internationales qui influencent vraiment cette exploitation au niveau national. Par exemple, la majeure partie de nos bois sont consommés au niveau de l'Union européenne. Ok, l'Union européenne, depuis 2013, il avait déjà mis les règlements des bois de l'Union européenne qui donnent avec FLED, tout consort. Et l'Union européenne a tendu les mains aux pays producteurs du bois en disant que si vous voulez que vos bois soient consommés au niveau de l'Union européenne, à entrer dans les procédures d'APV, accord de partenariat volontaire. Et cet accord, c'est un accord très capital qui donnait un certain nombre d'éléments. Par exemple, on demandait à l'État producteur du bois qu'il puisse élaborer ce qu'on appelle la grille de légalité. Qu'est-ce qui fait qu'on doit dire que ton bois est légal? Il faut respecter un certain nombre de principes, des critères, des indicateurs. Et la grille existe. On a déjà produit plusieurs grilles, à la fois de l'exploitation artisanale des bois, à la fois de l'exploitation industrielle. On a même produit des grilles. Ne sont jamais appliquées. Oui, parce que les négociations au niveau national, on n'a pas compris que le gouvernement ne s'est pas approprié. Parce qu'il y avait cette condition-là que le gouvernement doit aussi mettre la main dans la pâte pour appuyer. C'est un processus national, c'est nous qui sommes bénéficiaires. Ouais. Mais lorsqu'on n'a pas arrivé, le gouvernement n'a pas voulu s'approprier, les patrons trouvaient que bon, ils n'ont pas cet intérêt-là. Je crois qu'on va relancer encore les négociations d'APV pour qu'on puisse améliorer encore les conditions. Mais la question ici est que nous tous, en tant qu'acteurs, on doit voir qu'est-ce qui doit marcher pour qu'on puisse réguler ces secteurs. Vous avez raison en disant qu'actuellement, c'est le secteur artisanal qui pose beaucoup de problèmes. Parce que là, il y a aussi une cacophonie qui est artisanale, qui n'est pas artisanale, et il n'y a pas vraiment un respect des lois à ces secteurs-là. Peut-être qu'il y a l'ignorance. Dans ces secteurs-là, beaucoup de communes ne connaissent pas les lois. Et les secteurs des privés, là, avec toutes ces concessions-là, des concessionnaires artisanaux, et ils trouvent qu'ils cherchent des moyens de suivi, donc c'est normal qu'ils puissent exploiter leur forêt. Mais le problème est que la loi donne un certain nombre de conditions pour faire cette exploitation. Mais le problème avec l'exploitation, c'est quand même il a diminué son aura au niveau des secteurs, mais les pratiques qui se font maintenant, ça part aussi à la compte de la loi. On ne peut pas changer des concessions comme ça, on ne peut pas changer des noms comme ça, on ne peut pas convertir comme ça. Ce sont tant des éléments qui violent aussi la loi. Donc dès que
même l'exploitation artisanale ne respecte pas la loi, c'est aussi une illégalité. Est-ce qu'à ce niveau-là, avez-vous déjà documenté des cas, par exemple, de cession illégale, de concession ou Je crois dans les jours qui viennent, on va publier un certain nombre de concessions que nous, on a trouvé sont des concessions à problème. C'est-à-dire les conversions, peut-être n'a pas respecté les prescrits de la loi. Comme quel concessionnaire, par exemple? Oui, on peut prendre tout ce que nos amis de Magnon Mignon font. Ils se reconvertissent à une autre association. Ah, oui. Donc c'est ça le problème. Bien s'il peut se reconvertir, mais la loi dit quoi? Voilà, c'est légal. La conversion n'est pas illégale. Oui, la conversion n'est pas légale, mais il faut suivre ce que la loi dit. Parce qu'il y a d'abord, il faut faire ce que nous appelons une étude d'évaluation. L'ancienne concession, est-ce qu'il n'y avait pas de reliquats par rapport aux clauses sociales, aux communautés? Est-ce qu'il n'y avait pas de problème? Est-ce qu'il a résolu des problèmes là? S'il résout, donc il peut vendre. C'est comme si je vends ma maison. Lorsque tu vends la maison, il faut s'assurer que tes locataires doivent prendre leurs garanties. Certainement. Mais vous donnez directement la maison à une autre personne. Et le bailleur qui va venir là, il va faire ce qu'il veut. Nous, nous trouvons qu'il doit d'abord vider tout ce qui est comme problème et suivre un peu les éléments liés à sa conversion. Est-ce qu'il y a-t-il des concessions que Magnon Magnon a déjà données? Oui, on a une liste, donc c'est difficile qu'on puisse se publier. Ça, je crois, prochainement, lorsqu'on va faire notre point de presse, on va vous appeler, tu vas voir la liste des concessions qu'on a identifiées, des concessions à problème, une vingtaine comme ça. Est-ce qu'à ce niveau-là, le ministre de l'Environnement est impliqué aussi d'une manière ou d'une autre? Bon, oui, les ministres en tant qu'individus, mais les secteurs comme le secrétariat général sont impliqués parce qu'on ne peut pas convertir sans se référer à la loi. Ce sont des entités du ministère qui donnent cet aval-là qu'on puisse convertir. Alors si on convertit comme ça et que ça ne correspond pas... Ça a déjà une violation. Cette violation, elle est donc partagée et par l'administration et par les concessionnaires. Et les concessionnaires. C'est là où nous on dit que lorsqu'on va faire ces revues-là de toutes ces concessions-là, on doit tenir compte de ces 20 concessions que nous trouvons les concessions à problème. Et on doit d'abord faire revenir ça dans le domaine de l'État. Et puis l'État va voir comment est-ce qu'il peut encore réallouer ça au niveau de c'est passé dès lors que l'État en question, c'est lui qui a signé pour je crois la cession? Moi, je crois que dernièrement, le ministre, par rapport au processus, par rapport au programme de gestion durable des forêts, il a signé une feuille de route qui intègre un peu cette préalable à faire les revues légales de toutes les concessions. Et nous, en tant que société civile, nous sommes censés nous présenter nos griefs en disant que dans ces revues, il faut veiller vraiment dans ces concessions pour voir les conditions. Cette revue a été faite déjà, non? Bon, nous, on a trouvé que c'est fait, mais les revues a été fait, mais les revues ont aussi connu des problèmes parce qu'il y avait des concessions que nous trouvons, on ne peut pas trouver ça, ils n'ont pas de plan d'aménagement. Je me souviens encore de cette histoire du conflit entre l'IOTA et Bopolo. C'est justement à cause de cette revue. Oui, parce qu'on trouve qu'on ne fait pas bien ces revues-là. On doit tenir les revues pour le faire. Il y a des éléments, il y a une loi qui donne des éléments pour faire ces revues-là. Et il y a des concessions. Lorsqu'il y a une concession qui n'a pas un plan d'aménagement, on peut les classer où? C'est une concession qu'on peut donner, qui puisse faire l'exploitation. On doit encore faire revenir ça dans les domaines. C'est comme ça la loi. Mais des fois, on fait les revues, on fait une intermédiaire. Non, ce sont des concessions qui sont en processus des plans d'aménagement. Ok, même faire les plans d'aménagement, il y a un délai qu'on a donné à ces concessions. Mais après autant d'années, ils n'arrivent pas à produire son plan d'aménagement. Donc si je comprends bien, cette revue que vous réclamez aujourd'hui, ça va être les compléments de la revue qui a été faite dans le cadre de la levée du moratoire. Oui, donc pas seulement pour lever le moratoire, tu connais la dernière condition. Oui, je sais. Et cette condition-là, ça existe encore. On va y arriver. Vous avez votre histoire des moratoires, mais nous on a besoin d'exploiter notre forêt pour... L'État a besoin de l'argent, mais on va y arriver. Nous tous, on a besoin d'exploiter la forêt. Calmons les jeux, on va y arriver. Alors en ce moment-là, justement parce qu'on parlait de l'exploitation artisanale, mais de plus en plus, on constate que c'est un business qui apporte de l'argent aux exploitants, mais pas plus à l'État congolais. Alors, est-ce qu'au niveau de la société civile, vous essayez de travailler avec les exploitants forestiers artisanaux pour leur faire comprendre qu'ils ont quand même un rôle important à jouer et que partant de cela, ils doivent aussi déclarer ce qu'ils font à l'État congolais? Oui, je crois que les exploiteurs d'abord au niveau national, ils sont structurés. Il y a ACEFA, l'association des exploiteurs artisanaux des forêts, au niveau de la RDC qui existe. Et dans tout ce que nous faisons dans le cadre de la gouvernance forestière, on les associe. Et ce qui fait que même lorsqu'on négocie les APV, on a produit une grille de légalité pour l'exploitation artisanale du bois. Il y en a. Mais le problème est que
le secteur aussi connaît une influence de tous ceux qui sont venus, les nouveaux exploitants qu'on appelle les Chinois. Et ils viennent avec des négociations qui ne respectent pas la loi. Et ils entrent directement auprès des communautés. Et vu les conditions et la pauvreté qui gagnent nos communautés, c'est facile de céder dans toutes ces négociations-là. Parce que cette communauté juge que la forêt, ça lui appartient. Donc il peut engager directement des négociations avec un tiers qui vient, tout consort. Tu vois un peu, c'est là où nous disons on doit réglementer d'abord les secteurs. Tu verras par exemple dans les nouveaux programmes de gestion des forêts, on a mis tout un objectif pour travailler avec les artisanaux. Et c'est un peu encore réformaliser ça, créer des cadres qui vont les accompagner. Mais quand vous dites qu'il faut réglementer les secteurs, mais il y a déjà une réglementation. Tu vois, pourquoi si on dit on doit réglementer, pourquoi on insiste encore on doit réviser les codes forestiers s'il y a des codes forestiers? Parce qu'on a trouvé qu'il y a des limites et des faiblesses dans ces lois-là. D'où la nécessité, lorsqu'on va réviser les codes, lorsqu'on va produire de nouvelles lois, il faut aussi... Mais je me souviens que l'autre fois, quand l'ancien ministre avait initié la démarche de réviser les codes, vous êtes... placé en barrière contre cette initiative. Or, ça pouvait déjà nous amener à réglementer tel que vous... Actuellement, dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la forêt, on associe toutes les parties. Ça, c'est l'élément clé. Si vraiment l'entité gouvernementale nous attend, il faut seulement associer les acteurs. Parce que la forêt nous appartient, nous tous, nous avons besoin de cette forêt-là pour améliorer aussi les conditions de vie de nos communautés. Alors, lorsqu'on veut initier une loi, il ne faut pas sauter les étapes. Tu comprends un peu? D'abord, l'entité ministérielle, ils sont réunis en retraite au niveau de Kissan, ils ont produit les drafts. Et les drafts, c'est toujours facile d'appeler les acteurs qui puissent voir les drafts produits. Si il trouve des choses qu'on doit améliorer, on peut améliorer. Parce que depuis le temps, il y avait toujours des drafts existants. FAO avait produit une draft de la politique existante. Mais il faut fédérer les acteurs qu'on puisse valider. Mais ils n'ont pas fait cet aspect-là. Ils n'ont même pas associé la société civile dans les retraites. Malgré que c'est l'État, ils ont ces droits-là. Et par après, ils ont envoyé les documents au niveau de la présidence. Lorsqu'on envoie les documents au niveau de la présidence, en donnant les arguments, entre autres, on doit avoir des moyens. Tu vois que ça ne corrobore pas dans... Non, mais est-ce que dans cette démarche-là, vous les approchez souvent? Parce qu'il y a une sorte de guéguerre entre la société civile et l'administration forestière du ministère de l'Environnement. Bon, pourquoi cette guéguerre-là? Mais il y a d'abord l'approche. Il n'y a pas un guéguerre, mais c'est l'approche de faisabilité qui pose un peu de problèmes. Par exemple, nous, on trouve que chaque document doit subir un certain nombre de consultations au niveau national, provincial et même au niveau local. Et pour que les gens s'apprennent de ces documents. Mais lorsqu'on fait un document dans un bureau et on passe à la va-vite, on dit que ça c'est un document national, c'est très difficile qu'on puisse adopter ça. Tu vois un peu? Et même les documents proposés, ils doivent aller au niveau de la présidence pour que le président prenne des mesures spéciales. Ok, ça doit aussi passer par les députés qui voient un peu la teneur de cette loi-là. C'est là où nous trouvons qu'ils ont des approches là, en catimini de travailler, mais nous on trouve qu'on doit rendre les choses. Est-ce qu'ils sont obligés, est-ce que l'administration forestière est obligée justement de vous consulter, vous en tant que... Mais les codes forestiers disent ça clairement, nous sommes les parties prenantes dans les contextes, dans les questions d'accompagnement et dans les questions de gouvernance forestière. Il y a le fonds CAFI à travers l'AFD qui va lancer une procédure de l'élaboration de la politique forestière. Je pense que vous en êtes au courant quand même. Oui, oui. Vous êtes associé à la société. Oui, nous sommes associés. Je crois que les programmes de gestion des forêts remontent en 2016, lorsque l'AFD a donné une note d'idée. Que vous aviez critiqué dans les... On a critiqué, on a donné, vilipendé, ce qui a fait qu'en 2016, on a suspendu. Il a envoyé la deuxième montée en 2017. Et on a encore réattaqué les documents parce que des fois, les objectifs du document, ça ne corrobore pas ce que nous voulons. Parce que le programme, c'est un programme très capital dans le contexte de la RED, c'est la forêt. Donc il faut qu'on ait des éléments conséquents qui doivent réduire la déforestation et la dégradation. Il ne faut pas dire que je dois appuyer l'exploitation industrielle. Ok, la RED n'appuie pas l'exploitation des forêts. La RED doit lutter pour réduire l'exploitation. Lorsqu'on dit qu'on doit appuyer les exploitants industriels, nous trouvons que ça c'est un d'achat. Vous ne voulez pas seulement appuyer, vous voulez plutôt aider à organiser les secteurs de l'exploitation industrielle. Non seulement appuyer. Non. Parce que vous êtes basé juste sur les mots là, appuyer. Pourtant, il y avait plus que mais ça. C'est les Français qui ont écrit ça. Ils ont écrit ça comme ça. Mais nous, on veut seulement que les secteurs doivent être organisés par des lois. Ce n'est pas en donnant les moyens. Ce sont les lois qui doivent réglementer les secteurs.
Dès qu'on va mettre des choses à carré, les certains voient seulement sur ce qui existe, ils ne sauront pas se détourner. Mais lorsqu'on dit on doit appuyer ça, on donne des moyens pour relancer l'exploitation industrielle. Nous, on a trouvé ça, c'est très compliqué. Et dans cette deuxième montée, il n'y avait pas la question liée au tourbier et tout comme ça. Il n'y avait pas la foresterie communautaire. C'est là on a encore donné notre note de position. Ça a bloqué encore une deuxième fois le processus. Vous êtes des spécialistes. Bon, non, nous on donne des éléments probants. Mais dans l'entretemps, on a besoin d'exploiter notre forêt pour avoir de l'argent. Exploiter les forêts, ce n'est pas mauvais. Exploiter les forêts avec des normes qui respectent. Parce que les enjeux sont tels qu'il y a le changement climatique. Toi-même, tu vois les conséquences actuellement avec tout ce comme augmentation de la température, tout ce que nous connaissons comme la perturbation des saisons. Ça prouve parce qu'il y a des fois, on pratique des choses qui sont hors des réglementations. Et des conséquences, c'est nous qui vont en subir. Et les communautés au niveau de nos villages vont encore en subir parce qu'ils n'ont pas de moyens pour s'adapter. D'où la nécessité déjà de baliser les chemins par des lois. Et c'est à nous maintenant d'accompagner ces lois pour que ces lois soient mises en œuvre. Non, nous, on ne refuse pas à exploiter, mais exploiter la forêt en respectant les prescrits de la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Alors, par rapport justement à la politique forestière, parce que c'est cette politique que tout le monde attend aujourd'hui pour savoir un peu comment ça va se passer, comment on va gérer nos forêts. Vous êtes associé à... Oui, nous sommes associés dans ces travaux-là. Par exemple, moi, je suis le délégué d'association civile au sein du comité technique du FONARED. C'est l'organe technique qui analyse tous les programmes. Et partant de ça, moi, je prends les recommandations de la société civile, j'intègre ça directement au niveau du programme qui va piloter l'élaboration de la politique. À quel état vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois, on a dit que le programme est validé. Mais avant de commencer, il faut que le ministre respecte sa feuille de route, qui part de janvier, je crois, jusqu'à juin. Dès juin, maintenant, on va relancer le programme. On a le café accepté de donner des moyens, mais avant qu'on puisse vraiment entrer en mise en œuvre, il faut qu'il y ait la feuille de route du ministère, qu'il y a les revues légales, qui doit s'assurer qu'il y a un conseil. Parce que le conseil consultatif des forêts, c'est l'organe qui va chaque fois travailler pour valider les TDR du programme, pour orienter le programme, ça respecte un peu ce que nous voulons pour atteindre l'objectif lié à la déforestation. Les conseils consultatifs là, ne sont pas installés dans toutes les provinces. D'abord, c'est ça le problème, non? Donc, nous, on a trouvé que d'abord, l'arrêté là ne prend pas en compte tous les acteurs. Donc, il faut essayer un peu de mettre à jour l'arrêté. Et cet arrêté-là, on doit décliner ça au niveau des provinces. Et il faut qu'on ait un modèle à se référer pour qu'on ait des conseils au niveau de toutes ces entités-là. C'est ça un peu le travail que le ministère va faire d'ici mars pour produire un nouveau arrêté par rapport au conseil consultatif qui prend en compte tous les acteurs. À part le bois, la RDC a également aussi des produits forestiers non ligneux, donc auxquels on ne fait pas trop allusion. Selon toi, en tant qu'expert, de quelle manière la RDC peut fructifier ou bien peut rentabiliser sur les PFNL? Il faut d'abord faire la cartographie. Je crois qu'on a déjà fait, on a identifié, mais il faut aller au-delà de cette cartographie. Il faut vraiment trouver ce que la forêt, parce que nos forêts, c'est encore des mystères, qu'on n'arrive pas à trouver les éléments. Chaque jour, il y a des choses qui sortent. Il faut, dans l'inventaire forestier que le ministère fait, il doit aussi faire l'inventaire de tous ces éléments-là. Il y a d'autres PFNL jusqu'à maintenant, on n'a jamais identifié ça. Ça demande un travail de fond et un travail de beaucoup d'éléments scientifiques qui peut nous aider. Mais la première chose, il faut identifier les services. C'est-à-dire pour identifier les PFNL, il faut identifier les services écosystémiques. Tu comprends un peu? Oui. Les services écosystémiques nous aident à identifier qu'est-ce que la forêt nous donne. Si la forêt nous donne des chenilles, on doit voir si ces chenilles-là, ça figure dans quelle catégorie sont les PFNL. Si la forêt nous donne par exemple les champignons, si la forêt nous donne des lianes, si la forêt nous donne des chaumes, on doit identifier ça, ce que nous appelons les services écosystémiques. Parce que c'est facile d'identifier les services écosystémiques des PFNL lorsque nous habitons auprès des communautés. On verra que les communautés servent de beaucoup de choses de la forêt. Ce sont des choses-là que les communautés servent, on peut reconvertir ça en PFNL. Il y en a beaucoup. Tu vois un peu, il faut faire cette étude-là avec les communautés. C'est là où nous disons que la foresterie communautaire, c'est aussi une occasion pour nous, les acteurs, qu'on doit travailler avec les communautés, de sorte que dans leurs concessions, qu'ils puissent faire tout ce que nous appelons les plans simples de gestion. Parce que dans les plans simples de gestion, on essaie un peu d'identifier des zones. Là, on peut trouver des chenilles, là, on peut trouver de l'eau, là, on peut trouver ça. Ça donne un certain nombre de valeurs de cette entité de la foresterie. Là, maintenant, les communautés peuvent maintenant gérer ou bien exploiter ça d'une façon légale parce qu'ils connaissent cette zone-là, c'est pour, on doit regarder ça pour qu'il y aura des chenilles qui vont apparaître.
De l'autre côté, il y a de l'eau avec tout ce qui est comme marécage, ça peut nous aider avec les tourbières. Donc c'est un travail que nous, la société civile, on doit travailler d'abord avec les communautés parce que le PFN c'est plus qu'au niveau des communautés et on doit accompagner les communautés dans tout ce qui est comme foresterie communautaire. Chez les pays, on appelle ça les APAC, les aires protégées des peuples autochtones. Il y a beaucoup de valeurs dedans. Dès qu'on a des entités comme ça nous aide à entrer dedans pour identifier un certain nombre de précrits, des valeurs que nous, on peut trouver au niveau de ces PFNL-là. Mais la mise en place justement de ces forêts communautaires aujourd'hui pose problème, surtout à cause de ces plans simples de gestion. Oui. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là, surtout au niveau de la société civile? Est-ce que vous travaillez avec les communautés pour leur faire comprendre comment ça doit se passer? Bon, le problème ici est que tu sais que nous sommes encore dans la phase de pilotage. Nous voulons expérimenter tout, c'est-à-dire avoir plusieurs modèles de concessions parce qu'on a dit les concessions à multiples usages. Les communautés peuvent opter pour faire l'exploitation, d'autres peuvent opter pour la conservation, d'autres peuvent aussi opter pour d'autres usages. Et dans tout cela, on demande que les communautés produisent ce que nous appelons un plan simple de gestion. Le problème ne se pose seulement pour un modèle. Je crois que chaque concession actuellement, avec les gens qui les accompagnent, a son propre plan de simple de gestion. Et ça donne qu'il y a plusieurs plans, qu'il y a plusieurs modèles. D'où, dans cette phase, nous, on voit seulement essayer un peu de prendre tous ces plans-là. Et lorsqu'on va faire l'évaluation du processus, établir un modèle d'un plan simple de gestion qui, chaque fois, ça va aider que les gens se réfèrent pour qu'on ait des plans qui sont à l'uniforme. Parce que ces plans-là, nous trouvons que c'est très capital parce que ça va alimenter aussi les plans locaux d'aménagement du territoire. Parce que l'aménagement doit prendre des éléments au niveau des communautés qui ont déjà essayé un peu d'affecter les espaces par rapport aux usages pour intégrer ça au niveau des plans locaux. Et les plans locaux vont alimenter les plans provinciaux d'aménagement du territoire et ça peut aussi alimenter les schémas nationaux d'aménagement du territoire. Donc vous avez tout à fait raison. On continue à travailler parce qu'il y a une entité spécialisée au niveau de la société civile qui travaille sur la foresterie communautaire. On continue à travailler pour essayer un peu de récolter tout ce qui est comme les modèles des plans simples de gestion et s'asseoir ensemble avec tous les acteurs de sorte à définir quel est le plan qu'on doit apporter par rapport à une concession qui opte pour la conservation, à une concession qui opte pour l'exploitation, à une concession qui opte pour les exploitations. Donc c'est super. Alors, moratoire, parlons-en. Bon, le moratoire, ce n'est pas nous qui ont mis Oui, c'est vrai, ce n'est pas nous. Mais c'est vous qui bloquez la chose. Nous, on ne peut pas bloquer. Oui. Nous, on fait seulement rappeler qu'on doit respecter les conditions presque. Non, mais attends. Ah, mais Papa Issa, tu sais que la programmation là, la dernière condition là, sur la programmation géographique, vous êtes quand même conscient que dans les contextes actuels, c'est vraiment difficile de faire la programmation géographique. Mais vous êtes là, Botelemika Kawana, disons ça en lingala, Botelemika Kawana, vous ne bougez pas. Non, on doit avancer, non? Non, d'abord, si c'est difficile, c'est peut-être la personne qui a mis ces mots-là dans ces documents-là. Qu'est-ce qu'on appelle une programmation géographique? On doit aussi définir. Je dois vous poser justement cette question. Quelle est votre compréhension de la programmation géographique? Bon, d'abord, est-ce que c'est les zonages? Parce que la question se pose à ce niveau-là. C'est les zonages, c'est les micro-zonages, c'est quoi concrètement? Quelle est votre compréhension? Non, les gens veulent comparer ça au micro-zonage, ce n'est pas les zonages. La programmation géographique, c'est une entité qui prend en compte les limites d'une zone quelconque dans une concession forestière, où on doit affecter ça pour des exploitations par rapport à chaque période. Je crois qu'il y a une définition appropriée au niveau des dictionnaires, mais nous, la compréhension, c'est comme ça. Mais on a dit non, on ne peut pas faire cette programmation géographique maintenant là, parce qu'il y a d'abord les processus d'aménagement des territoires. Parce que lorsque l'aménagement vient, il va travailler au niveau national et au niveau provincial. Et chaque province doit produire son plan provincial d'aménagement des territoires. Et dans ce plan provincial, on doit affecter les espaces. Imagine lorsqu'on programme que cet endroit, on doit faire l'exploitation forestière et que l'aménagement dit qu'on a affecté ça après les études pour la conservation. Ça crée déjà donc, si je la confusion. Si je comprends bien, vous conditionnez maintenant l'accomplissement de cette troisième condition à la fin du processus d'aménagement du territoire. Oui, pour vraiment améliorer la gouvernance, la programmation doit intégrer la philosophie
de l'aménagement du territoire. Parce que nous sommes en donc, processus. Si jamais ce processus va jusqu'en 2050, donc on sera toujours bloqué, on ne peut pas lever le moratoire selon la société civile. Oui, parce que c'est difficile de faire la programmation. Au moment lorsqu'on a fait cette entité-là pour faire l'exploitation, par exemple, on programme ça pour faire l'exploitation. Et après, l'État dit que par rapport à l'aménagement du territoire, c'est difficile de faire l'exploitation ici parce qu'il y aura une route qui va passer ou bien on va faire ça. Un parc. Tu vois un peu, ça crée déjà les conflits d'intérêts entre des entités. Mais il y a des gens qui pensent que la société civile tire profit de ces moratoires, donc vous... Ah, oui, hein. C'est facile d'accuser la société civile. Entre nous, on dit que vous avez des petits projets qui sont appuyés par les bailleurs de fonds. Vous tirez profit de ça. C'est pourquoi vous cherchez à trouver toujours des excuses, à trouver toujours des astuces pour dire non, voilà, il faut. Aujourd'hui, ça évolue, on arrive déjà à l'aménagement du territoire, ce qui fait déjà que, donc catégoriquement, vous n'êtes pas prêt à désarmer. Non, désarmer comment? Comme je dis au début, ce n'est pas nous qui avons mis les moratoires, hein? C'est l'État congolais. Mais c'est à l'État qu'on veut lever justement ces moratoires. Non, pour lever, il y a cette condition-là. Et la condition là, lorsqu'on a eu les derniers échanges entre les sociétés civiles, les experts de la société civile et les experts du gouvernement, on a établi des scénarios. Le premier scénario, c'est quoi? Pour faire la programmation, ça doit demander 3 ans et 3 mois pour toute la République. Mais si on veut aller par palier, ça va demander 3 mois et 3 jours. Là, on peut commencer par Bandundu. Par exemple, on dit que Bandundu est avancé, il a fait beaucoup de choses, on peut commencer. Tu comprends un peu? Ouais. Et lorsqu'on a analysé, ça demande aussi un coût. Pour 3 ans, ça demande autant, pour 3 mois, ça demande autant. Alors nous, entre les on a dit non. Pourquoi aller par palier? Parce que ça va demander aussi du temps. Pourquoi pas avoir uniquement des moyens directement et travailler dans une période pour avoir cette programmation qui englobe tous les éléments que les acteurs supposent et on peut lever les moratoires. C'est ce qu'on a, les documents existent et ce qu'on a négocié avec les acteurs. Et heureusement, actuellement, il y a l'argent qui existe. Et avec les appuis des cafés par rapport à ces projets, la gestion des forêts, il y a 12 millions plus 6 millions, ça fait 18 millions. Alors que le programme en soi, c'est dans les jalons, c'est 29 millions, mais il y a déjà 18 millions qui existent. Mais c'est au gouvernement de s'atteler pour qu'il puisse avoir les moyens existent là. Il reste seulement les prescrits. Il prend les moyens, il peut travailler sur ces levées de moratoires. Nous, on veut seulement que la condition, la dernière condition soit respectée telle que prescrit dans ces décrets-là. Là, on refuse. Donc, si je comprends bien, si jamais l'État congolais trouve des moyens nécessaires, on peut procéder déjà à cette programmation. Oui, même ça s'intègre dans les nouveaux programmes de gestion des forêts. Donc, on doit accompagner cette philosophie de la programmation en respectant les prescrits d'aménagement pour lever les moratoires. Tu sais, hein, on ne peut pas faire toutes 10 ans, 12 ans, 13 ans avec le moratoire. Ça profite à qui? Hein, déjà 6 ans, ça profite à qui à tout cela? Hein, dans l'entretemps, il y a Congo Brazzaville qui exploite. Oui, il y a même l'exploitation légale qui se forme par rapport à votre moratoire. Voilà, donc tu vois un peu? On doit avancer. Moi, je suis content parce que je vois qu'il y a... ça bouge quand même de votre côté, hein, en écoutant quand même votre discours. Non, nous, ce n'est pas ça bouge. Nous sommes dans l'approche. Bon, parce on a dénoncé. Avant, vous étiez catégorique, la société civile. Quand je dis vous, c'est la société civile. Notre humeur, ça dépend de la personne qui est en face de nous. Si donc, Yamogabo, quand même, vous fait. Bon, s'il trouve que. Sourire, hein? Oui, non, il ne sourit pas, mais il est un peu flexible dans la proposition. Okay. Tu vois, comme il dit. C'est à nous de proposer l'arrêté sur les conseils constatifs des forêts. C'est à nous de s'en approprier pour proposer ce que nous voulons par rapport que les conseils soient là. Tu vois un peu, il a donné cette balle-là. Ça c'est ce que les autres ne faisaient pas. Hein. Rien. Et les autres, ils croyaient que c'est l'État qui est régalien, il doit faire tout. Et à un certain moment, il se bloque lui-même, il dit que c'est la société civile qui doit bloquer. Tu vois un peu. Donc c'est cette approche-là nouvelle que nous voulons dans la gouvernance. Parce que nous sommes dans la gouvernance. La gouvernance fait appel à la participation des acteurs dans l'élaboration et dans la mise en œuvre de ces décisions-là. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement d'élaborer les décisions, il faut aussi mettre ça en œuvre. Et on doit s'assurer que est-ce que les acteurs, les parties prenantes étaient dedans dans ces processus-là. C'est ça un peu le changement de l'approche de la gouvernance. Ah, c'est super. Je vois quand même que la société civile est en train d'évoluer par rapport à quelques années. Qui est déjà nous sommes, on part dans les terrains, on écoute les cris, on voit les réalités qui se trouvent dans les terrains. Il faut pas se voiler la face. Il y a une forte pauvreté au niveau de nos communautés.
et les conditions même environnementales au niveau des communautés ne sont pas favorables pour eux. Tu vois, il n'y a plus assez de rendements au niveau de nos forêts, il n'y a pas assez de poissons. Les communautés, vu cela, ils mettent encore d'autres pratiques qui détruisent encore les écosystèmes. Tu vois, d'où il faut réfléchir à un niveau pour proposer les alternatives. Si on n'arrive pas à proposer les alternatives, il va encore continuer à détruire. Exactement. Et il y aura encore des conséquences. Et ça, c'est l'approche que vous avez opté pour le moment. Oui, il faut des alternatives. Et apporter les alternatives. Donc, parmi les alternatives, il faut d'abord aller justement à la discussion et faire avancer les choses. Oui. Non rester carré dans son coin. Non. Non, nous, la société civile, on a dit ceci. Point. Non. On dénonce et on propose les voies de sortie. Tu vois un peu. Si on dénonce que l'exploitation artisanale ne donne rien aux communautés, on propose pourquoi pas essayer avec la foresterie communautaire. Parce que là, on trouve toute la communauté dans une entité, on peut les appuyer directement par rapport à leurs besoins directs à cette concession-là. Donc c'est ce que nous faisons maintenant. On dénonce et puis on propose des options pour chercher des voies de solution. Et ça manquait depuis des années. Hein? Non, je crois que ça existait. Peut-être que vous ne faisiez pas attention sur ça. Si par exemple on vous rend compte qu'on a participé dans l'élaboration de la stratégie nationale RED, dans tout ce que nous appelons les points de la préparation de la RED, nous sommes partis prenantes pour qu'on puisse produire les plans d'investissement. Donc on était là. C'est-à-dire, nous on aime la façon de contribuer directement. Mais des fois, la personne qui est en face de nous nous trouve comme gênant lorsqu'on donne des éléments probants. Parce que nous sommes proches de la communauté, on fait que rapporter ce que nous voyons pour que ça intègre les vraies lois qui vont, c'est un peu d'améliorer les conditions de vie de la communauté et protéger nos forêts. Et des fois, les personnes qui sont en face de nous, nous sommes trop exigeants et des fois, ça coupe les discussions, ils prennent leur chemin. Nous, on prend aussi le chemin de contourner et on se bloque quelque part et on va revenir sur la table. Et là, en ce cas-là, qui perd, qui gagne? Nous, on a toujours dit personne ne perd, personne ne gagne. Mais c'est les communautés qui en souffrent. Voilà. Tu vois un peu, on ne peut pas rester depuis 2002 jusqu'à maintenant. Il n'y a rien comme amélioration des conditions de vie des communautés. Moi, ils ont des forêts qui peuvent les aider pour vivre. Alors il faut réfléchir ensemble entre l'État et les acteurs. Comment on peut appuyer ces communautés-là? Et c'est là où on dit que la foresterie, c'est la zone urbaine. Parce qu'on trouve que les communautés se sont restructurées. Ils ont un document reconnaissant que ça c'est leur forêt, ils peuvent aller demander même des crédits chez les créanciers. Ils peuvent aller même négocier des financements directs par rapport à leur entité parce qu'ils ont un document légal reconnu par l'État. Et si on veut aider les communautés, on va les retrouver dans une entité bien structurée et on peut les demander qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire pour vous. Tu vois un peu. On dit que travailler sur la foresterie communautaire, c'est aussi un élément capital pour améliorer les conditions de vie de ces communautés-là. Mais il faut aussi travailler pour inciter les communautés d'aller demander ces forêts-là, des communautés locales. Parce que toutes les communautés ne trouvent pas l'intérêt, ils trouvent qu'il y a trop de procédures, et trop de paperasses, ils ne trouvent pas l'importance de tout cela. Alors, quelle est la plus grande vision aujourd'hui de la société civile sur les forêts du Congo? Les seuls employeurs, c'est la forêt. Il n'y a plus de société, il n'y a rien. Tu vois un peu? Alors, si nous avons seulement une seule société, la forêt, c'est lui qui emploie tout le monde, qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? Lui-même, l'employé va s'épuiser parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui vont mettre la pression, il n'y aura rien dedans. Donc, il faut qu'on arrive à chercher des alternatives directes à ces communautés-là. On peut avoir, au-delà des aspects de lutter contre le changement climatique, on demande aussi au gouvernement tout ce qui est comme projet de développement communautaire, ça doit aller au niveau des communautés. Comment est-ce qu'on peut arriver dans des villages où il n'y a même pas de sardines pour acheter? Alors si la personne n'a pas une sardine pour acheter, il doit aller à la forêt pour chercher même quoi. Tu vois un peu, il n'y a rien comme d'autres aliments à manger, il faut aller dans la forêt, tu vois un peu. Pourquoi pas proposer des élevages? Pourquoi pas proposer des piscicultures? Pourquoi pas? Il y a beaucoup d'alternatives. S'il y a des moyens, si l'État aussi s'investit, si les leaders d'opinion, parce qu'il y a nous disons nos députés qui sont les leaders au niveau de leurs entités, mais des fois ils ne font pas des actions directes par rapport aux communautés pour que les communautés arrivent. Donc il faut fédérer un certain nombre des acteurs, des efforts pour qu'on arrive à la fois de protéger les forêts et améliorer les conditions de vie des communautés. Sinon, on aura toujours ce déséquilibre. Ça, c'est un défi, hein? Donc protéger les forêts et améliorer les conditions de vie. Oui. Dans un pays qui a 10 milliards de dollars comme budget, c'est là où on appelle les autres secteurs d'emboîter les pas. Tu vois un peu. Ce que les Chinois font, s'ils venaient vivre dans un cadre légal, ça peut aussi aider les communautés. Tu vois, si on arrive à une communauté qui est structurée, qui a ses lois, et ils respectent les normes liées à l'exploitation artisanale des bois.
les communautés peuvent négocier directement avec ces entités et ils ont ce qu'ils veulent directement dans leurs problèmes. Mais des fois, les élites gagnent les marchés ici, ils peuvent imposer aux communautés. Avec des petits riens, les communautés cèdent des espaces forestiers comme ça, des arbres pour un $500. Les Chinois vont vendre autant de millions quelque part. Ce sont des éléments comme ça que nous on décrit chaque fois et on travaille pour sensibiliser ces communautés-là, de sorte qu'il y ait cet éveil-là sur les valeurs réelles de leur forêt, de sorte qu'ils puissent protéger ça. Malgré, je crois que c'est difficile parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut vraiment proposer des alternatives concrètes au niveau des terrains. Ça, c'est vrai. Alors, Papa Issa, oui. Quel est ton tout dernier mot par rapport à cet entretien? Oui, moi je trouve que c'était riche qu'on puisse changer sur la question de gouvernance. Et les soucis, c'est qu'on doit améliorer les secteurs. Ça, c'est un secteur prometteur vu les enjeux actuels, d'où ça demande un certain nombre des efforts des uns et des autres, un certain nombre de concessions pour qu'on puisse améliorer. Sinon, on va rester autant d'années sur des questions qui ne vaut pas la peine de changer maintenant. On doit évoluer. La nécessité de faire participer tous les acteurs dans les processus est très capitale parce que ça fait gagner à ce processus-là cette notoriété que les acteurs contribuent pour que le processus avance. Et je crois actuellement avec tout ce que nous connaissons comme réforme, c'est très essentiel qu'à la fois là, on partons par rapport à la réforme forestière, à la réforme d'aménagement du territoire et à la réforme foncière, on doit aboutir à une réforme qui protège à la fois les droits des communautés, des peuples autochtones. Tu vois un peu, si on a tous les éléments là, ça garantit un peu un certain nombre d'améliorations des conditions de vie des communautés. Papa Issa, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau comme invité du week-end. Oui. Et nous espérons que vous serez toujours disponible au même moment que nous aurons besoin de vous et vous serez disponible pour apporter votre expertise. Ok, nous on est là et à tout moment il ne faut pas hésiter de nous conseiller. C'est à nous aussi de vous remercier à tout ce que vous faites comme travail et ça nous va tout droit au cœur. Et vous êtes aussi artiste, c'est pourquoi il y a cette approche-là de participation. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cet énième numéro de l'invité du week-end. Nous vous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais surtout, n'hésitez pas à passer sur notre site web. Alors, portez-vous bien. À la prochaine. Je crois que c'est très intéressant et excitant toujours de répondre à des questions directes comme ça et sans embâche et répondre à tout ce qui est comme information du milieu. Et nous, c'est rare d'avoir des émissions comme ça et faire ça toujours dans la voie publique où on se voit le poids à la face, pas sur 4 murs et on donne les avis que nous trouvons très collaboratifs par rapport à tout cela.